Alors, cas pratique pour montrer la validité quand même de ce que j'avance, parce que on pourrait me dire, ouais, mais tu exagères, il y a beaucoup de tous les gens qui mangent de halal ne sont pas malades, etc. Bon. Un cas particulier qui date de juillet 2013. Belgique, Aïcha, 9 ans, décède après avoir mangé la viande halal mal cuite au barbecue. C'était la viande halal, c'est pas marqué que c'était la viande halal. Mais c'est sur un site, Islam Info, hein, vu le nom aussi de la petite fille, il y a tout lieu de penser que c'était la viande halal. Hein. Donc il y a quand même, je crois, sans grand risque de se tromper, on peut dire que cette gamine, elle est morte de la connerie de ses parents, hein, qui, en prenant la viande halal, lui ont fait courir un risque mortel. Et c'est un cas parmi beaucoup d'autres, parce qu'évidemment, on se garde bien de faire le rapprochement. Deuxième cas que je voulais vous montrer, j'en ai plein d'autres, hein, mais j'ai choisi ces deux-là. Donc ça, c'était sur le site de alimentation.gouv.fr. Donc c'est qui fait état du retrait de la marque Dia d'un stock de steak haché. Alors, parce qu'il faut savoir que les industriels sont tenus, dans ce domaine, de faire des autocontrôles. C'est-à-dire qu'ils contrôlent eux-mêmes leurs marchandises et évidemment, ils sont responsables de ces contrôles. Donc, la marque Dia a fait un contrôle et ils se sont rendus compte qu'il y avait des O157H7 et on donne tous les... Pour la traçabilité, vous avez toutes les caractéristiques et vous avez notamment le numéro d'abattoir. Quand vous vous reportez, j'ai mis une flèche, quand vous vous reportez aux abattoirs, donc à la liste des abattoirs, que je vous conseille de consulter, hein, qui est là, vous pouvez constater que l'abattoir qui est c'est un abattoir qui est dans le 14, c'est-à-dire la 14, c'est le Calvados, il ne figure pas sur la liste blanche de l'OCDE. C'est-à-dire que c'est un abattoir qui abat halal. Donc là aussi, il y a quand même peut-être une relation, je reste prudent, une relation de causalité, mais qui mériterait au moins une étude approfondie de la part des autorités. Hein, parce qu'on les a connus, on les a connus beaucoup plus tracassières, hein, même de tout un chacun qui s'est heurté à l'administration, c'est que on est soumis aux tracasseries de l'administration pour des normes, etc. Et on aimerait bien qu'elle le soit autant pour ces problèmes de viande halal. Alors, là, vous voyez, donc, là, les lots ont été arrêtés à temps. Mais ce que je peux vous annoncer sans être Madame Soleil, c'est qu'un jour, il y aura un lot qui passera au travers de ces contrôles et qui provoquera un gros pépin, un gros scandale sanitaire. Et là, il n'y aura plus personne, donc il y aura des responsables non coupables et vice-versa. Donc, vous voyez, c'est ce petit survol rapide, je m'excuse, donc je ne veux pas vous bassiner avec trop d'éléments techniques, mais je pense que c'est nécessaire quand même pour se faire une idée. Alors, on va aborder un truc un peu plus scientifique, mais qui est amusant quand même. Pour comprendre les transferts génétiques et comprendre comment l'abattage halal augmente de façon considérable les risques de virulence, d'augmentation de virulence sur une population microbienne. Je vous ai mis une très jolie photo, hein, très esthétique, de l'art moderne, donc prise au microscope électronique, où on voit donc des bactéries, hein, c'est ces corpuscules ronds, et vous avez donc qui sont entourés, qui sont baignés de virus bactériophages que voici. Vous voyez tout ça, donc vous voyez il y a plein de virus bactériophages qui se baladent autour des bactéries. Et ils vivent en harmonie, hein, ils font des échanges, et ces virus bactériophages ont la caractéristique d'aller d'une bactérie à une autre. Alors il y en a certaines qui font éclater, phages, c'est-à-dire qu'ils les bouffent, et il y en a d'autres qui s'en portent très bien, et ils transportent du matériel génétique d'une bactérie à une autre. Alors c'est très marrant parce qu'on dirait un petit peu des capsules spatiales. Vous voyez, il y a une espèce de tête,
Et ils s'accroupissent, vous voyez, ils ont des espèces de pieds qui leur permettent de se fixer sur la bactérie. Ils s'accroupissent, ils perforent la paroi de la bactérie, vous voyez, il y en a un qui est en train de le faire, et ils inoculent leur ADN pour se multiplier eux, et en même temps il y a des bactéries qui survivent et qui vont intégrer dans leur patrimoine génétique des éléments qu'elles n'avaient pas, et notamment des facteurs de virulence. C'est-à-dire qu'un Escherichia coli banal, non virulent, peut très bien, en l'espace de quelques instants, devenir virulent, acquérir des gènes de virulence. Vous voyez, donc ça c'est les 200 nanomètres. Vous voyez comment c'est fait, ces petits virus bactériophages. Donc c'est ce qu'on appelle le phénomène de transduction, transfert de virulence. Je ne vais pas vous bassiner longtemps avec ça, mais c'est pour vous dire que on est à peu près sûr maintenant que les E... Ah oui, merci beaucoup. J'y pensais pas, mais c'est bienvenu. Merci beaucoup. Vous voyez que les facteurs de virulence, on sait maintenant, on est à peu près sûr que les facteurs de virulence des Escherichia coli, les EHEC, auraient donc émergé par conversion lysogénique. C'est-à-dire que lorsqu'on a un abattoir, c'est un milieu chaud, humide, favorable aux pullulations microbiennes, et il faut moins de 10 minutes pour que des millions de bactéries se transforment et acquièrent des facteurs de virulence ou de résistance aux antibiotiques. C'est un phénomène bien connu, qui est connu depuis longtemps dans le milieu hospitalier, qui est classique. Pour donner un petit peu le fruit de mon expérience professionnelle, j'ai castré beaucoup de chevaux dans ma carrière, et j'avais pris l'habitude de les castrer au pré, dans le pré, on les endormait dans le pré, et on les castrait, et je n'avais jamais de problème d'infection. Mais à l'école vétérinaire, ou dans les cliniques où il y a plusieurs chevaux qui passent, même une quantité de chevaux qui passent, il y a presque systématiquement des problèmes d'infection. Pourquoi? Parce qu'il y a le milieu hospitalier, il y a la répétition. Et les tenants du halal, parce que c'est quand même de ça qu'on parle aujourd'hui, les tenants du halal, ils disent ouais, mais le truc, nous là-bas, on mange halal, il n'y a jamais de problème. C'est pas tout à fait vrai d'ailleurs, mais bon. Mais quand vous tuez votre mouton au bled, avec un microbine qui est un microbine local, etc., vous avez beaucoup moins de chances, de risque d'avoir ces échanges microbiens, ces échanges d'informations entre microbes, et donc d'avoir quelque chose qui est bien dangereux. Et puis, par ailleurs, je me souviens donc de Pascal Liloud, qui, lors des États généraux du halal, que nous avions fait en mai dernier, d'ailleurs, vous avez en vente ici un petit livre, Vérité sur la viande halal, qui retrace les interventions des uns et des autres. Il nous racontait que quand il était au Maroc, pendant sa jeunesse, pendant les 8 jours qui suivaient l'Aïd, eh bien, à l'école, les WC étaient pris d'assaut. C'est-à-dire que tout le monde avait la courante. Alors, ils ne mouraient pas tous comme des animaux malades de la peste, mais tous étaient touchés. Donc, les conséquences sur le plan sanitaire sont évidentes. Il n'est pas nécessaire d'être spécialiste pour se faire une idée que ce sont des conditions d'hygiène désastreuses et qu'on fait une régression, c'est une régression totale. On est dans une société complexe, on ne peut pas continuer à procéder comme on procédait il y a 500 ans ou 1000 ans. Donc il y a des choses, il y a des éléments dont il faut tenir compte. Alors, vous voyez un petit peu sur ce plan sanitaire ce qu'il en est. Alors le financement des mosquées, c'est le troisième point dont je vous parlais tout à l'heure. Comment on en est sûr? Parce que c'est encore assez opaque là aussi. Il y a un grand mutisme du système sur la question. Donc Kamel Kaptan, recteur de la mosquée de Lyon, dans un article du Parisien du 12 août 2010, il dit que ça lui rapporte 10 à 15 centimes du kilo. Et que ça représente une somme quand même assez rondelette de 900 000 euros sur un an. Donc c'est quand même pas mal. Payé par le consommateur lambda, c'est-à-dire vous, moi, alors qu'on ne vous a pas demandé votre avis. Et encore une fois, ce sont des sommes avouées, parce que les circuits
Les circuits sont particulièrement opaques, et justement, dans ce livre, vous trouverez une contribution de M. Chalumeau, Bernard Chalumeau, qui s'est penché un peu sur cette problématique, et qui a énuméré les stades où ces sommes ont transité, et où il aimerait savoir, il dit qu'on aimerait savoir si elles ont payé leur CSG-RDS, si elles ont payé la cotisation de ceci, la cotisation de cela, CAF, etc. Vraisemblablement pas. Donc on est dans un circuit opaque. Évidemment, ça fait partie des causes de la résistance qu'on a, hein, avec un prétexte religieux, bien entendu. C'est une histoire de gros sous. C'est une histoire de gros sous, parce que c'est quand même très intéressant pour eux d'avoir de l'argent qui permet de financer les mosquées, hein, et qui permet de financer l'expansion de l'islam, et en même temps de maintenir par le halal les populations musulmanes qui éventuellement voudraient s'intégrer, de les maintenir dans le giron de l'islam. Et au Canada, donc, ça a été démontré par mon ami Alain Wagner, qui nous avait fait une intervention sur le sujet, il a été démontré que cet argent du halal finançait le terrorisme. En France, on aimerait bien que des journalistes s'occupent de faire aussi une enquête, comme ça a été fait au Canada. Alors donc il y a un réseau qui passe justement de l'argent du halal, collecté par le halal, à des sociétés de bienfaisance ou de charité islamique, hein, qui transitent et qui vont ensuite aider le terrorisme. Donc vous voyez, c'est un problème aussi qui n'est jamais soulevé, notamment dans les débats ou par des associations malheureusement comme l'association Brigitte Bardot ou AVA. C'est un sujet non politiquement correct, mais je pense que dans un cadre purement non polémique, hein, on peut aborder ce problème, puisqu'il n'est pas normal dans un pays laïque qu'on ait rétabli la dîme et que le consommateur finance une religion. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est parfaitement scandaleux aussi, en soi. Alors vous avez les autres problématiques. Quand on voit donc ce qu'on a, la tromperie sur la marchandise, quand on voit donc ce qui a été fait à propos des sacs du cheval, hein, c'est quand même, là aussi c'est une tromperie. Vous avez donc un ghetto alimentaire contraire au vivre ensemble, puisque quand on est convive, c'est-à-dire qu'on partage la table, eh bien ça entraîne la convivialité, bien entendu, tout ça se tient. Et Malika Sorel dit, il s'agit d'une philosophie de vie qui consiste, au travers des concepts de pur et d'impur, de licite et d'illicite, à bâtir une muraille identitaire autour d'une communauté d'appartenance. Gilles Kepel, non plus, qui n'est pas un brûlot de l'extrême droite, hein, que je sache, dit l'enjeu du halal au travers de ce rigorisme est le contrôle culturel et politique des musulmans par les salafistes et les frères musulmans. C'est pas ni Pierre Cassan, ni moi, ni Marine Le Pen qui le disent, c'est Gilles Kepel. Hein. Bon, encore une fois, c'est pas. Alors ça ne veut pas dire qu'ils disent que la vérité, ou qu'ils disent que. Mais voilà, c'est pas des brûlots d'extrême droite ou des islamophobes primaires, hein, qui disent ça. Jamila Benhabib qui vit une musulmane qui s'est retirée de l'islam, il dit le halal est une espèce de cordon sanitaire qui préserve la pureté des musulmans du reste de la société d'accueil. Et puis, je cite aussi l'imam Mustafa Tcheric, qui a incité les musulmans à conquérir le monde par le mouvement halal. Donc, tout ça, c'est des choses officielles que l'on peut retrouver sur des documents et qui prouvent qu'on peut quand même légitimement se méfier du halal parce que, justement, il faut s'en préoccuper autrement que par le prisme de la protection animale et de la souffrance animale. Vous voyez, c'est pour ça que je reviens au titre de mon exposé, qui est les problématiques du halal. Alors, et je n'ai pas peur non plus d'aborder l'aspect religieux. Et j'en veux pour preuve, c'est pas je cite, c'est devenu un ami parce qu'on travaille ensemble, Sami Handel, le professeur Sami Handel, qui est un juriste d'origine palestinienne, donc arabophone parfait, hein, puisque c'est sa langue natale, et sa langue maternelle, et il a même écrit un Coran, hein, qui fait autorité, un Coran en français,
qui fait autorité, et il a fait un travail absolument extraordinaire, parce qu'il a rétabli les sourates par ordre chronologique. Vous savez, pour ceux qui ont voulu se lancer dans la lecture du Coran, c'est sans queue ni tête. Pourquoi? Parce que le troisième successeur du prophète, Othman, il a décidé de mettre les sourates de la plus longue à la plus courte. Hein. Donc évidemment, tout est mélangé. Après, bon, il a remis ça, ce qui met en perspective justement l'évolution criminogène du Coran. Hein, puisqu'on voit que plus ça tourne vers la fin, plus ça devient violent, etc. Et donc, ce juriste suisse, qui a la chance de vivre en Suisse, ce beau pays qui est un exemple de démocratie, et depuis 1893 a interdit l'abattage rituel. C'était le cachère, à l'époque il n'y avait que le cachère. Et en 2002, il a été consulté par le gouvernement suisse, parce que sous la pression communautaire des musulmans, il voulait revenir sur cette interdiction de l'abattage rituel en Suisse. Et il a donné un avis, donc parfaitement inventé, ce qui fait qu'ils sont restés avec leur législation, qui est inscrite d'ailleurs dans la Constitution, et il a démontré que ni la Bible, ni le Talmud, ni le Coran, la Sunna de Mahomet, ne comportent des règles contraignantes qui prescrivent l'abattage sans étourdissement ou interdisent la consommation de viande issue d'animaux qui ont été étourdis avant le Seigneur. C'est-à-dire que tous ces textes sacrés, qu'est-ce qu'ils disent? Un, que l'animal doit être parfaitement... ne pas faire souffrir l'animal. Deux, que l'animal soit saigné, et que l'animal soit vivant au moment de sa mort. Un animal étourdi, même au moment où il est saigné, il est toujours vivant, même s'il va mourir après. C'est-à-dire son cœur bat, toutes ses fonctions sont... Et on sait maintenant quand même, avec la science, hein, les gens qui sont dans le coma, qui ont été plongés, qui sont entrés dans le coma, Schumacher, qui est dans le coma depuis un moment, on sait qu'il n'est pas conscient, mais il est toujours vivant. On espère qu'il va d'ailleurs s'en sortir. Vous voyez? Donc, dire qu'un animal qui a été étourdi est un animal mort, c'est une hérésie une hérésie logique. Donc, il démontre que les textes donnent des principes, mais ne disent pas vous allez donc ne pas insensibiliser l'animal, il faut qu'il soit bien saigné, etc. C'est petit à petit qu'il y a des règles qui sont entrées dans la culture, etc., dont on a fait des règles absolues, mais rien dans les textes sacrés ne justifie ça. Donc c'est quelque chose qu'il faut dire. Il faut faire de la pédagogie avec notamment les juifs et les musulmans pour leur expliquer que, on est quand même au XXIe siècle, on a des connaissances médicales qui permettent de dire qu'il n'y a aucune contradiction entre nos méthodes d'abattage et leurs pratiques et leur exigence religieuse. Donc, vous voyez, même sur le plan religieux, purement religieux, sur le plan théologique, il n'y a pas de problème. Alors évidemment, nous, qui avons baigné dans une culture chrétienne, hein, le Christ a contribué à dire ce qui est impur n'est pas ce qui rend la bouche de l'homme qui sort de son cœur. Il a donc, et c'est en ça d'ailleurs qu'il a été révolutionnaire, et pas dans le niveau politique, loin de là, parce que c'était plutôt, comme dit Samuel Deb, un SDF hippie, hein, donc c'est comme ça qu'il le décrit de façon très humoristique, parce que Samuel Deb utilise un humour au deuxième, troisième degré, hein, donc qui est un peu décoiffant, mais qui permet quand même de comprendre les choses. Donc, nous sommes dans cette société où il n'y a pas d'interdit alimentaire. Les seuls interdits alimentaires, c'est si vous devez vous empoisonner en mangeant quelque chose. Hein. Il n'y a pas d'autre justification pour cette chose-là. Donc, il l'a parfaitement démontré, du coup, l'interdiction subsistait en Suisse. Et c'est pour dire que même quand on étudie de façon très précise les textes religieux, il n'y a pas de justification à l'abattage halal ou kasher en aucune manière. C'est pour ça d'ailleurs que lorsque le ministre danois a interdit
l'abattage halal au Danemark. Sa justification, à mon avis, elle ne tient pas la route. Elle a dit, puisqu'il a dit, le droit des animaux surpasse le droit religieux. C'est contestable en soi, parce que bon, on peut très bien dire l'inverse. Hein. Il n'y a pas de justification absolue. Il aurait plutôt dû dire, il n'y a pas de justification religieuse, donc le droit des animaux doit surpasser, bien entendu, cette pratique culturelle, hein, de l'abattage. Enfin bon, ça, je dis ça parce qu'on vit, pour ceux qui ont lu et qui connaissent Philippe Muret, dont je recommande la lecture, hein, donc il a écrit des pages assez intéressantes sur moderne contre moderne, puisque maintenant il n'y a plus d'affrontement entre, vous savez, autrefois c'était l'affrontement entre les classiques et les modernes. Hein. Maintenant il n'y a plus d'affrontement entre les classiques et les modernes, ce sont modernes contre modernes, hein, c'est-à-dire des choses. Et là, ça vient bon, je ne vais pas rentrer dans ces considérations philosophiques, ça nous entraînerait peut-être un peu loin. Alors, il y a quelques pistes pour une interdiction future, hein, parce que c'est pour ça que nous nous battons. D'abord, ne pas se laisser paralyser par le mot de stigmatisation. Alors, stigmatisation, vous savez que on l'utilise à tout bout de champ. En fait, c'est un mot qui ne veut pas dire grand-chose. Hein, et on n'hésite pas à stigmatiser, par exemple, les fumeurs en leur mettant une annonce mortuaire sur leur paquet de cigarettes et en leur demandant, en exigeant qu'ils aillent fumer à l'extérieur leur poison quotidien. Bon, on n'hésite pas à stigmatiser les mauvais conducteurs qui dépassent les limitations de vitesse. Hein. Pourquoi? Bon, parce que la justification, c'est le bien commun. Quand il y a cette notion de bien commun, bien entendu, et là c'est le cas, me semble-t-il, il n'y a pas de stigmatisation qui tienne, ça ne veut rien dire. Hein, donc puisque le bien de l'ensemble de la population l'exige. Ça c'est le premier point. Ensuite, il y a le statut juridique des animaux. Vous savez qu'il y a une tentative, on a des intellectuels et des juristes qui se penchent sur la question, qui demandent que le statut juridique des animaux évolue, qu'on reconnaisse leur sensibilité, qu'ils sont des êtres sensibles, hein, sans les mettre au niveau peut-être des humains, mais au moins qu'ils aient un statut qui les protège et qui permette de prendre conscience de ce qu'ils sont au niveau de la population. On vient d'interdire. Voilà. Par le flux. Tout à fait. Alors, il y a aussi, donc, et là c'est un point sur lequel je vais développer, des cas qui montrent que vis-à-vis de l'islam, la fermeté paye toujours. Et que ceux qui disent en plus que le halal va nous ouvrir des marchés se trompent et se mettent le doigt dans l'œil.